confortablement assis, alors non seulement écouter votre émission, si jamais vous avez un écouteur dans les oreilles, c'est toujours un plaisir qu'en travaillant vous pourrez nous écouter. Si jamais vous êtes à bord d'une voiture ou d'un véhicule de transport en commun ou individuel, merci de garder le curseur sur la radio. Et si jamais vous nous écoutez pour la première fois de passage, bien évidemment, à Douala, mesdames et messieurs, merci de rester connectés à Djambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et nous sommes heureux de vous retrouver sur Facebook en live et TikTok également en live, où vous pourrez tout à l'heure réagir spontanément aux numéros de téléphone qui sont épinglés sous vos commentaires, mais surtout, voilà en quelle mesure, pour ceux qui sont sur TikTok, ils peuvent monter sur le panel et réagir spontanément au sujet du débat ce matin. Il s'appelle Arnaud Moussi à la technique. Je suis Michel Ngatu au micro. Bonjour à tous, bienvenue. Laissons parler les gens. Premier sujet. Un premier sujet quand même particulier ce matin parce qu'on reviendra profondément sur une question sociale. Activité des mototaxis au Cameroun, doit-on y confiner la jeunesse camerounaise ou la sortir? La question vaut son pesant d'or, les réflexions doivent être menées ensemble et nous tenterons ce matin, à la lumière de vos arguments, à la lumière de votre perception des choses, oui, de porter un regard tout à fait particulier. Je repose la question, activité des mototaxis au Cameroun, doit-on y confiner la jeunesse camerounaise ou doit-on la sortir de cette activité? En quoi cette activité prépare-t-elle la jeunesse à un avenir plus radieux, plus important et surtout, pardon, je vous en prie, et surtout mettre ces Camerounais en contribution, cette jeunesse dont les défis de développement face aux enjeux géopolitiques et même géostratégiques. C'est important qu'on en parle. Je repose la première question ce matin pour le premier sujet. Activité de mototaxi au Cameroun, doit-on y confiner la jeunesse camerounaise? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet ce matin, tout à l'heure, vous prendrez la parole, vous allez vous expliquer, donner vos arguments, vos points de vue, vos commentaires, puisque là, on est dans la construction, ensemble, on le fera. 2 semaines et la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. L'opposition camerounaise est-elle réellement aux trousses du peuple camerounais? Je repose la question en deuxième partie pour le deuxième sujet, puisqu'on en parlera. 2 semaines et la fin des inscriptions sur les listes électorales. Avez-vous le sentiment que l'opposition camerounaise est réellement aux trousses du peuple camerounais? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Nous vous écouterons tout à l'heure. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Paul Biya, président de la République du Cameroun, aux côtés de Emmanuel Macron pour célébrer le débarquement en Provence. Paul Biya, président de la République du Cameroun, aux côtés d'Emmanuel Macron ce matin pour célébrer le débarquement de la Provence. C'est-à-dire que les soldats qui ont mené la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient dans le débarquement, entre autres le retour naturellement en terre, il y a eu bien sûr une sorte de contribution des Africains, notamment ceux qu'on a qualifiés comme étant les tirailleurs africains. Alors, 6 chefs d'État africains, y compris Paul Biya, entourent Emmanuel Macron ce matin. Une question évidente ce matin à vous poser, et les soldats camerounais alors, qui décèdent chaque jour dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, et les soldats camerounais alors, pour les familles des veuves et d'orphelins aujourd'hui, dont papa est mort au front, et les soldats camerounais alors après, souvenez-vous des tueries atroces qu'on a eues avec Boko Haram au Cameroun. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Prenez le courage, prenez la peine, puisqu'on en parle. Ici, c'est laissons parler les gens. On débat, on élève le débat, on le place à un curseur ou sur un curseur plus élevé, on donne la parole à tout le monde et on amène chacun à sortir de sa zone de confort, au moins en débattant avec nous chaque matin. Vos idées peuvent être contrariées par ceux qui peuvent trouver que ce que vous dites n'est pas forcément vrai. Mais il est important que chacun apporte son argument. Très important en tant que citoyen, en tant que Camerounais, en tant que bâtisseur d'un Cameroun nouveau. Et le premier sujet, mesdames et messieurs,
activité des mototaxis au Cameroun, doit-on y confiner la jeunesse? Devrait-on sortir la jeunesse de l'activité des mototaxis au Cameroun? Quelle est cette jeunesse qui doit construire le Cameroun de demain, qui trouve aisance à se retrouver dans le secteur des mototaxis au Cameroun aujourd'hui? Quel regard vous y portez? Comment les y sortir? Mais surtout, comment leur donner une trajectoire nouvelle face, bien évidemment, aux enjeux géopolitiques et même géostratégiques, aux enjeux de développement du Cameroun? Nous souhaitons vous entendre, vous écouter ce matin sur cette question en premier, madame, monsieur. On a environ, on va dire 30 minutes là-dessus. Donc, il est 9h passé de 15 minutes, heure du Cameroun, ici. On pense qu'à 45, il sera terminé. Pour ce sujet, c'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Non, je ne suis pas chrétien, excusez-moi. Merci Alain d'Orbanor. Alors, est-ce que l'activité... Alain d'Orbanor. Voilà, on a besoin d'arguments, Alain. Il est parti. 6 74 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique. Vous avez également le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. N'hésitez pas à monter sur le panel. Vous montez, vous prenez la parole et vous nous laissez bien sûr vos avis et vos commentaires là-dessus. N'hésitez pas non plus à nous appeler via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Est-ce que dans ce pays au moins une fois, on a eu le courage de mettre sur la table la question bien sûr des jeunes qui sont investis dans l'activité de mototaxi au Cameroun? Et nous vous posons une question ce matin. Fondamentalement, devrait-on confiner les jeunes dans ce secteur d'activité ou est-ce qu'il faudra les y sortir? Si oui, comment et pourquoi? Durel est avec nous ce matin en ligne. Alors Durel, bonjour. Soyez les bienvenue ce matin sur Djambo FM. Cette question, avez-vous une réponse éventuelle? Merci, évidemment. Je vais déjà apporter ma petite contribution dans le modèle de contribution. Cette question, moi j'en connais tantôt, c'est avec l'inquiétude parce que on voit chaque jour que la jeunesse est le de de la nation et qu'on se rend bien compte que compte tenu du contexte que les jeunes sont réduits à être des motos d'activement, pendant qu'une poignée de jeunes élites, j'ai envie de dire tantôt, du peuple élu, d'après ces gens-là du pouvoir, d'aller de jet privé en jet privé, aller acheter des gens qui disent tantôt des stades haut de gamme avec l'argent du contribuable. J'ai envie de dire tantôt que nous sommes foutus. Si on dit tantôt que la jeunesse de faire de l'ordre de la nation, c'est dit tantôt, il y a le sujet de l'éducation. On va mettre en place des structures ou alors une bonne éducation qui pourra faciliter l'insertion des jeunes dans le contexte, dans notre contexte, pour qu'ils soient bien évidemment déroulants. Est-ce que les jeunes sont exactement la moto quand on connaît en fait ce que c'est les conséquences par contre ce métier, cette activité de moto d'accident? Déjà, l'espérance de vie est réduite à 45 voire 40 ans. Ces jeunes-là qui ont longtemps pratiqué cette activité de jet bleu et ils sont comme ça partis et ils ne peuvent pas peut-être être aptes à former des familles. Et eux, chaque fois qu'on voit en bas les camions et tout. Donc, en fait, pour moi, ça ne devrait même pas, on ne devrait même pas évoluer là-dessus. Après, je peux peut-être faire une petite histoire. J'ai discuté avec un ami ici, en dehors du dans quels sont les moyens de transport chez vous? Je peux me rappeler que j'ai eu la honte de ma vie de me dire qu'on est juste des motos de taxi. Dans mon pays, encore qu'ici, c'est juste pour un lieu. Les gens prennent des motos juste peut-être pour un lieu. Et genre, le plaisir, ça veut dire, mais chez nous, c'est un moyen de transport autorisé. On va, il fait un rang de taxi. C'est moi, on me dit comme ça. Ça traduit à des fois l'échec d'un qui jusqu'ici n'a pas pensé à l'Europe, qui jusqu'ici n'a pas pensé à venir pour sa jeunesse, qui jusqu'ici n'a pas pensé à s'éterniser son pouvoir au grand malheur des populations, au grand malheur du peuple qu'elles mettront. Comment comprendre qu'eux veulent signer le moto taximène comme étant un métier? C'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. La jeunesse est réduite à
rapidisme, à la mendicité. Vous voyez que beaucoup de jeunes là qui ont respecté le mototaxi, c'est des jeunes diplômés. Je pense que vous pensez que c'est, je dis, on veut venir avant de faire la mototaxi. Est-ce que la mototaxi c'est une activité? Parce qu'il y a un système qui veut, parce qu'on le change de salarié, on change un peu, il faut vraiment que les jeunes disent que là, ils vont essayer de se battre, ils sont retirés de la moto. Combien pour les diplômés? Combien pour les personnes qui ont pris pour les ingénieurs qui ont des formations? Mais parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas embrasser ce qu'on connaît en fait. Est-ce qu'on peut tenter, est-ce qu'on peut oser dire qu'aujourd'hui, on se sert plutôt des mototaximens pour organiser des parades dans les villes afin, je sais... Voilà, merci. Merci infiniment Durel pour votre réaction ce matin en direct. Je rappelle que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sur votre antenne en nous appelant via le numéro épinglé sous voilà, le live Facebook. Vous montez sur le panel, sur TikTok, vous réagissez, vous nous appelez en live, comme celui qui est avec nous en ce moment en ligne. Allô, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Antoine. Activité des mototaxis au Cameroun. Doit-on sortir cette jeunesse de plus en plus présente dedans? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour cette jeunesse face aux défis du développement au Cameroun? Je pense que je vais répondre brutalement à l'affirmatif. Tout simplement parce que les mototaximens, c'est encore un secteur non réglementé déjà. Les politiques les utilisent et les exploitent à des fins très personnelles. Le soir, on dit un travail. C'est pas un travail doit être un travail décent. Ouais. Et on sait bien ce que c'est un travail décent. Pour qu'un mototaximène utilise un travail décent. De 4, en ce qui concerne la possibilité de nos jours, les mototaximènes apportent plus de dégâts que des dans le transport interurbain. La criminalité derrière les mototaximènes est grandissante. Le désordre est caractérisé. Il y a des no-man's land. Donc par conséquent, je pense que c'est un secteur que l'État doit prendre son temps pour les éliminer. Et de l'autre côté encore, le refus, n'est-ce pas, de respecter les règles, n'est-ce pas, qui permettent de dire que quel que soit lambda, quand quelqu'un est sur un mototaxi, une mototaximène, on ne peut pas aller l'identifier de deux. Tu es prêt à faire n'importe quel accident sans assurance. Ouais. Donc, quelque part, je ne vois pas quel est l'apport ça peut les amener. De l'autre côté, l'État, s'il veut, alors il peut les éliminer progressivement. Pour les éliminer progressivement, on ne va pas les interdire de fonctionner. Mais on va chercher les voies et les moyens. Parce que c'est la faiblesse de l'État pour pouvoir lutter contre le chômage, qui fait que tout le monde se retrouve de ce côté-là. C'est-à-dire, le jeune homme qui peut-être a fait son probatoire une fois, il a raté, alors c'est pas pour trouver 300 000 francs. Une fois les 300 000, il a des mototaximans, il devient mototaximan, il a un peu de temps, il oublie sa carrière professionnelle, il oublie sa vie. Monsieur qui travaille dans une entreprise, il ne veut plus avoir ce qu'on appelle un challenge. Lui-même, il a un salaire de 60 000. Après 15 ans, il demande sa moto, il entre là-dedans. Ça devient un fou tout. Par conséquent, l'État doit réveiller, surtout dans la vie de voilà, doit réveiller
parce que nous, en principe, on va avoir beaucoup d'enfants en faisant des petits humains. Alors justement, sur l'argumentaire, sans vous couper, je vous en prie, je vous relance simplement, sur l'argumentaire que vous portez là, la jeunesse camerounaise est une victime. Mais alors, en regardant le chiffre des jeunes qui s'adonnent à l'activité de mototaxi, quelle est la perception de l'avenir pour cette jeunesse en même temps, dans le cadre du développement que nous souhaitons favorable, évident et fait de façon collective pour le Cameroun? Oui, vous savez que c'est l'État qui définit la politique de la nation. Absolument. L'État a décidé de les orienter vers une forêt sans fin. Parce que leur avenir est flou. Parce que tout est conflictif là-bas. Parce qu'elles ne sont pas bâties son avenir, comme vous l'avez bien dit, dans les mototaximens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les projets de vie. Pour me marier d'ici 4 ans, je peux avoir la globale était d'ici 2 ans, je peux avoir des arrêtements à l'école. Tous les jours, ce sont des jongleurs. Tous les jours. On n'y a aucune politique d'insertion structure ces gens-là. Mais il y a plutôt une politique de manipulation. Comme l'État est incapable de mettre sur pied des politiques de développement, les politiques d'insertion des jeunes, alors, par conséquent, on dit, mais comment faire pour les appuyer? Ils meurent à petit feu. Ils tuent vraiment les situations à petit feu. Tous les jours, les gens en meurent. Par conséquent, moi, je me dis que l'État, c'est une décision de l'État quand même. Très bien. C'est une décision de l'État. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne ces mototaximens, sincèrement parlant, on doit mettre, on ne va même pas chercher à les, comment dirais-je, à les arranger, c'est-à-dire à les organiser. Parce qu'il y a une possibilité pour l'État de les organiser. Ils sont plus que des fourmis, ils sont plus que des abeilles. Ils vont chercher quelles que soient les politiques pour le faire, Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils lichent le développement des routes, parce que les taximans ne peuvent pas aller dans les quartiers, ils peuvent pas aller dans les secteurs non conventionnels. Donc, ils mettent sur un procédé, baisser les impôts sur les taximens, construire les routes, les voies d'accès, alors refuser même l'importation des pièces de rechange. C'est-à-dire que les pièces de rechange, 10 ans, on importe les pièces de rechange des mototaximens et on rencontre les opérateurs économiques dans ce secteur, on leur donne les conseils et on les soutient, ils changent d'activité. Et en 15 ans, les mototaximens vont finir. Est-ce que vous savez qu'il y a l'époque où Michel, il y avait les jeunes qui se levaient alors qu'ils devenaient des petits entrepreneurs, qu'à force de forger dans tout le secteur, ils devenaient fortunants. C'est-à-dire un enfant qui marchait avec un entrepreneur, après 5 ans, lui, il devenait entrepreneur. Un enfant qui allait dans un garage, après 10 ans, il ouvrait son garage. Un enfant qui faisait un peu de commerce, après 20 ans, il ouvrait son comptoir. Et ça n'existe plus. Voilà, merci. Est-ce que vous êtes tellement pertinent parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine main-d'œuvre que l'on ne retrouve plus dans les secteurs des petits métiers, plomberie, agriculture, maçonnerie, etc. Donc, c'est très important. C'est un secteur, c'est vraiment important. C'est tellement le cœur parce que personne ne prend ça de ce côté-là. Merci beaucoup. On va faire comment Ok. Empêchons-leur de continuer à évoluer, créons les possibilités de développement dans les voies d'accès, les taxis vont ressortir. En fait, sinon, ça devient des motomanes. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Jules Amaga est avec nous ce matin en ligne. Jules, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gazio. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes Camerounais, vous aussi vous empruntez permanemment les motos et ce sont des jeunes comme vous-même qui vous transportent permanemment. Est-ce que vous n'êtes pas gêné quelque part par l'avenir, je vais dire, confisqué d'une jeunesse qui trouve jouissance sur des motos aujourd'hui? Ma casquette d'ancien persécuteur que je vais convoquer ce matin, en réalité, la jeunesse n'est pas embrigadée sur la moto. Ça veut dire? La moto est un métier, n'est-ce pas, comme tous les métiers. Mais il faut savoir ce qu'on recherche quand on monte sur la moto en réalité. En tant que conducteur? Parce que, oui, en tant que conducteur de moto, parce que vous tenez à observer que la moto a beaucoup d'argent. Vous comprenez? Oui. Et c'est pour cela que ça attire beaucoup d'appétit. Parce que ça paye cash, on dit. Vous comprenez un peu? Oui. Ça paye cash. Alors, parce que ça paye cash, si vous montez sur la moto et que vous ne saviez pas, vous n'avez pas un but précis, allez, vous allez seulement travailler et faire la vie comme on dit. Manger l'argent et puis, en réalité, ne rien faire de cet argent parce que quelqu'un disait,
insensés. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la moto, qui sont des insensés, qui ne savent pas réellement quoi faire pour s'organiser afin de pouvoir développer, n'est-ce pas, comment je dis ça, un autre domaine après la moto. Alors, justement, Jules, on vous comprend très bien. Vous pensez que c'est un secteur juteux et que ceux qui y sont devraient prendre conscience, peut-être y être pour un temps et passer à autre chose après. Là, ça peut s'apparenter à un projet de vie pour les uns et les autres. Alors, Paul Biya, en 2014, dans son discours à la jeunesse le 10 février, a reparlé bien sûr des mototaxis, qui d'ailleurs, ces jeunes qui prématurément sortis du système scolaire ou ces diplômés qui n'ont pas encore trouvé des emplois et qui pour lui ont un rôle social évident. Il disait d'ailleurs qu'il était très satisfait de l'organisation de cette profession, constatant que les services de l'État, après consultation, avaient les intéressés, ont mis au point un programme collectif d'encadrement. On a besoin de comprendre. Est-ce que Paul Biya, sous le renouveau, on voudrait bien sûr reconnaître désormais l'activité de mototaximan comme étant une activité normale pour chaque jeune Camerounais? En réalité, le travail la moto est un travail normal. Mais il faut identifier quel est le persécuteur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la moto. Il y a même des fonctionnaires qui ont des motos et qui font la moto. Il y en a même des travailleurs qui, après le travail, ils tombent dans la moto. Oui. Il y en a, je ne sais pas. En fait, le travail de la moto aujourd'hui, tout le monde y a l'intérêt parce que tout le monde se retrouve à l'intérêt parce qu'il a une moto. Alors, il faudrait d'abord déterminer qui est d'abord le persécuteur réellement. Vous voyez, c'est là le problème. Et c'est pour cela que l'État ne parvient même pas à identifier qui est le persécuteur parce que réellement tout le monde, parce qu'il a la moto, transporte bien les gens. C'est ça dans le véritable problème aujourd'hui. Donc, en réalité, le travail de la moto, si c'est réellement bien organisé, je vous dis, monsieur Michel Gadjou, et quand persécuteur, je vous dis, même un fonctionnaire ne peut pas vouloir un persécuteur. On estime quand même aujourd'hui à plus de 100 000 mototaximens à Douala et plus de 25 000 à Yaoundé. On ne va pas regarder dans les autres villes parce que si on se dit donnons minimalement 10 000 dans le reste des autres villes, ça peut faire 80 000, plus 100 000 ça fait 180 000, plus 25 000 ça fait plus de 200 000 jeunes. Est-ce que ces 200 000 jeunes-là ne seraient pas une main-d'œuvre qualitative pour l'État du Cameroun? Les y sortir, leur donner des cadres légaux pour des activités réelles en matière de construction du Cameroun. Est-ce que ça ne prouve pas également la faiblesse du renouveau à être incapable d'orienter les Camerounais, je veux dire du point de vue de l'insertion sociale dans les secteurs d'activité des métiers connus et validés? Monsieur Michel Gadjou, le travail des skills, c'était réellement orienté, n'est-ce pas? Oui. Ne recoupe pas tous ces motos comme ça. Parce que ça c'est un chiffre global. Et maintenant dans ce chiffre global, il faut enlever les persécuteurs dedans, il faut enlever les particuliers à l'intérieur, il faut même enlever ceux qui les particuliers, ceux qui ont la moto seulement pour se rendre au travail avec. Vous comprenez un peu? D'accord. C'est un chiffre global pour remettre comme ça et qu'on dise que non, tous cela ne sont pas des persécuteurs. Maintenant, si réellement c'était organisé comme je disais tantôt, c'était organisé qu'on savait que bon, identifiquement que voilà les persécuteurs, les transporteurs, les persécuteurs ici comme ça. Très bien. Ne devait pas exister comme ça. Merci. C'est pour ça que moi je dis, c'est pour ça que moi je continue à découvrir que le travail de la moto est un travail comme tout le travail, avec non seulement bien organisé, afin d'identifier quel persécuteur en particulier, et c'est cela, et comme ça, chacun, n'est-ce pas, pourra gagner son pain et travailler normalement. Voilà, Challenger, vous êtes avec nous en live ce matin. Merci infiniment à vous, mon très cher, pour votre réaction. Challenger, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. J'ai la peine à la voir. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Bonjour, c'est bon là ou pas? Bonjour, merci beaucoup. Quelle est votre appellation? Ou ne serait-ce que votre prénom? C'est plus intéressant comme ça. Moi, on m'appelle Challenger, mais vous pouvez m'appeler David.
C'est votre prénom, David. Moi, c'est Ngachou. Alors, justement, David, est-ce qu'on ne peut pas penser quand même qu'ils sont tellement nombreux les jeunes au Cameroun dans le secteur des mototaxis qu'on doit les y sortir? Si oui, est-ce que c'est possible? C'est un projet qui peut être envisageable pour vous? Bon, je vais d'abord vous remercier parce que moi, je vous suis tous les matins depuis la Suisse. Et même étant au boulot, j'ai toujours mon oreillette qui est connectée en train de suivre vos lives. Merci. Bon, au niveau du travail des mototaximens, premièrement, vous avez parlé des 200 000. Parmi les 200 000, je crois que peut-être aucun n'a un permis de conduire. Pour commencer. Donc vous ne pouvez pas régulariser un métier qui est dans le domaine de la conduite. Si même les propres motomanes n'ont pas de permis de conduire. Et des deux, ce monsieur qui est venu parler tout à l'heure, il dit oui, c'est un métier comme tous les autres. Le mototaximène n'est pas un métier comme tous les autres. Pourquoi au Cameroun, les jeunes doivent toujours essayer, c'est toujours aux jeunes de se battre pour trouver des solutions, pour travailler comme motomane, après aller investir dans d'autres domaines. L'âge de la retraite au Cameroun, c'est quel âge? Si un jeune il va à l'école, il va à l'université et après ses études, il trouve le même vieux qui est toujours sur le même poste. Il n'y a pas de poste qui se libère parce qu'il n'y a pas de retraite au Cameroun. Il n'y a pas d'âge de retraite, donc tu peux être dans les ministères toute ta vie jusqu'à la mort. Maintenant, si les jeunes vont comme des mototaximens, vous dites que non, est-ce qu'il y a moyen de les sauver? Non, ce sont ces propres jeunes qui peuvent se sauver en 2025 parce que personne ne va les sauver. S'ils ne veulent pas voter, en 2032, ils vont toujours être dans la même situation. Et ceux qui vont venir dire que c'est un bon métier, c'est parce que ceux-là, ils ont déjà une zone de confort, ils sont à l'aise dans un bureau, ils gagnent bien leur vie, et maintenant d'autres vont aller mourir sur les routes, d'autres vont aller faire des accidents, d'autres vont... Il te suffit juste d'avoir 300 000 francs, t'achètes une moto, et après tu deviens motoman. Tu n'as pas de permis, tu n'as pas de formation, tu n'as pas fait d'auto-école. Tu es sur la route et tu portes des gens. Après, il y a des accidents sur la route, il y a des blessés, il y a des handicapés, mais tout ça, vous dites que non, l'État du Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas d'État. Au Cameroun, il n'y a pas d'État. Parce que s'il y avait l'État au Cameroun, l'État devait dire non. Actuellement, il faut l'âge de la retraite. Tu as peut-être 65 ans, comme dans tous les pays. Tu vas en retraite. Tu touches ta retraite et tu laisses quelqu'un qui a peut-être 40 ans, 30 ans, il vient sur le poste, donc 50 ans. Mais ne reste pas sur un poste, tu occupes le poste durant des années, toute ta vie entière, et après tu dis non, les jeunes ils vont se débrouiller. Non, ça ne se passe pas comme ça. S'il y a une retraite au Cameroun, s'il y a les postes qui se libèrent, il y a les jeunes qui vont travailler facilement aussi au Cameroun. Très bien. Alors, est-ce que, pour vous relancer, sortir bien évidemment avec vous, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de se dire, il y a, parce que vous interpellez la jeunesse en lui disant, oui, ce n'est que vous, les jeunes qui êtes sur les motos, qui pouvez vous débarrasser des motos en 2025, mais ils vous diront, on va se débarrasser, manger quoi? Est-ce qu'il n'y a pas lieu, nous parlons au moins, d'alerter les politiques et de leur demander quels sont les projets que vous mettez en place pour la jeunesse camerounaise des motos afin de les y sortir et les orienter à des secteurs d'activité plus rentables où ils vont faire des métiers plus nobles et ils pourront avoir une vie plus stable avec je vais dire une vision tout à fait particulière de chaque vie construite autour d'une famille. Monsieur Michel. Oui. Pour que l'État puisse penser d'abord dans ces sens, vous avez parlé peut-être, on estime juste 200 000 personnes, mais c'est plus 200 000 personnes. Vous sortir 200 000 personnes directement des motomanes à peut-être opérateurs de production dans une société et tout ça, ou peut-être dans un poste, tout ça, ce sont des gens qui ont étudié. Bien sûr. L'État d'abord personnellement qui n'existe pas au Cameroun, pourquoi cet État n'ouvre pas des centres de formation? Pourquoi cet État n'ouvre pas des centres de formation pour d'abord habiliter ces chauffeurs qui sont sur la route pour éviter de perdre ces jeunes dans des accidents, sous des camions, pour finir peut-être amputer des gens? Pourquoi cet État n'ouvre pas des centres de formation? On peut dire que bon, vous venez pour former gratuitement, vous avez un moniteur qui vous apprend les codes de la route et on vous donne peut-être un permis après. L'État doit d'abord faire cela. Alors justement David, vous êtes... Alors justement, David, vous êtes très nombreux bien sûr à vouloir réagir sur ce sujet. Nous vous disons merci infiniment pour votre réaction spontanée. Pierre Faumet est avec nous ce matin. Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous parlons ce matin justement de l'activité des mototaxis, bien sûr au Cameroun. Est-ce qu'il y a lieu au moins de reconnaître, je dis n'importe quoi, je me pose la question comme un néophyte,
qu'il y a une faiblesse en matière d'insertion sociale au Cameroun qui laisse croire à la jeunesse que le seul endroit où on peut gagner un peu d'argent, c'est de se mettre dans l'activité de mototaximan. Premièrement, l'activité de la moto, c'est un échec pour l'État du Cameroun. D'abord, moi j'ai 46 ans. Mais Paul Biya a reconnu cela comme étant un secteur d'activité important, non? En 2014, souvenez-vous. Mais monsieur Michel, vous savez, j'ai 46 ans. Ouais. J'ai vu nos parents qui travaillaient au brasserie, qui étaient comme des. Moi j'étais à Bafsa, qui étaient comme des manœuvres à la brasserie. Tous avaient des motos Yamaha. Je n'avais jamais vu un de ses parents faire du mototaxi. Du Bentley. Jamais. Jamais et jamais. C'était leur outil pour aller au travail et revenir. Donc déjà, c'est un échec pour M. Biya depuis 43 ans. Les mototaxis commencent à être vulgarisés au Cameroun. Ça, c'est après les années 90, après les vidéos. Effectivement. Où il n'y a pas de travail. Donc, ce n'est pas un métier où, j'ai vu, nos parents ne refusaient pas la mototaxi. Comme il y a un auto qui a dit, ouais, des particuliers qui ont leur moto, qui font le mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent. Parce que son salaire ne le permet pas de vivre de ça. Il est obligé de faire cette moto. Pourtant, nous, on a grandi en le voyant aller, ça leur servait d'outil de travail, d'aller et revenir. C'est un échec total de M. Biya. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre frère qui est à Yaoundé, qui est à Douala, et du jour au lendemain, il a un jeune frère au village qui ne fait rien, il le ramène à Douala, le gars il ne connaît même pas la ville, il prend une moto, il lui donne, sans le code de la route, qui n'est pas d'ailleurs respecté, sans rien, papa. Le gars il va se débrouiller, il va se casser la jambe, il va casser la jambe au chapeau aux autres, parce qu'il ne connaît rien du code de la route. C'est un échec total de M. Biya. Et qui encore au Cameroun, le SMIC camerounais à combien? Qui va aller travailler pour 36 000 ou 41 000? Les gars vont te dire non. Moi je vous ai dit, je parie que tant que le Cameroun continue, ces sociétés vont manquer la main d'œuvre. Parce que tout le monde va préférer aller faire la moto. Il a 3 ou 4 000 fois la journée. Dans la journée. Ouais. Dans la journée. Aller travailler dans toutes ces sociétés où rien n'avance. On te donne qu'à. Alors, vous dites que c'est un échec de M. Biya, c'est ce que vous dites, d'ailleurs, ce sont vos propos, et vous les assumez en même temps, mais M. Biya pense quand même aujourd'hui que c'est un secteur qui est tout à fait régularisé. Ça permet bien évidemment de désengorger les masses populaires de ces jeunes qui frappent tous les jours aux portes de l'emploi, en disant au moins, on peut confiner les jeunes là-bas, et afin qu'ils ne soient pas aussi violents, afin de veiller même sur la sécurité des biens et des personnes. Est-ce qu'on peut complètement dire que c'est mauvais? Le prochain, je ne dirais pas que c'est mauvais parce que ça fait nourrir les gens, ça fait vivre les familles. Voilà. Ça, il faut le dire. Ouais. Mais c'est un échec total pour M. Biya. Il n'a rien à dire. Parce que je vous dis encore, reprenez pour ceux qui ont le même âge que moi. Vous étiez à Yaoundé, voilà. Revoyez, nos parents, personne, j'ai dit, les motos Yamaha, c'était des Yamaha 100. Ça leur servait d'aller au travail. Non, vous ne pouvez même pas voir un père. Si vous voyez une personne derrière la moto, c'était son collègue de travail qui cherchait pour qu'il aille travailler. Ce n'était pas pour chercher de l'argent, parce que leur salaire leur permettait de vivre. C'était ça, et même les enseignants, même ce qu'on appelle le clando là. J'ai commencé à voir mon maître du CM2. Mon maître du CM2 avec sa Toyota commençait à faire le clando. Quand j'ai compris, non, là le prix changeait. Un maître que je n'avais jamais vu garer sa voiture pour faire le clando, il allait à Bouddha, il prenait Bafsa Bouddha, après l'école, ce que je n'avais jamais vu. Et c'est l'échec total du système en place. La moto, quand moi j'ai dit, il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Il n'y a pas de création d'emploi. Il y a des gens qui s'éternisent à des postes, qui doivent aller à la retraite, qui refusent d'aller à la retraite parce qu'ils chantaient les rondes du système en place. Les jeunes manquent de travail. Vous voyez des licenciés, des gens avec des masters, des motos qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont aller se débrouiller avec ces motos. D'accord. Se vanter que oui, non, c'est lamentable pour M. Biya, c'est honteux. 44 ans de pouvoir, les motos sont dans toutes les grandes villes du Cameroun. Partout vous parlez, moi je n'insulte pas. Les gens sont obligés de faire ça pour travailler, mais il faut que les gens sachent que c'est l'échec total du système. Merci beaucoup, M. Femete. Cédric est avec nous. Cédric, bonjour. Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous êtes en place, Cédric?
Je ne l'ai pas entendu, Sidi. Est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous, Michel. Voilà. Bonjour, Sidi. Ce sujet semble être moins important pour certains, mais on est quand même là, au cœur d'une réalité sociale au Cameroun, où nous avons un nombre important de jeunes Camerounais qui choisissent aujourd'hui de s'adonner à l'activité de mototaxi parce qu'en fait, on n'a pas d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas de temps, par exemple, que même les politiques, ceux qui envisagent de venir demain avec des projets importants, se mettent quand même et disent que c'est une niche importante de la population qu'il faudrait ressortir et réinsérer pour mieux bâtir le Cameroun? Commentaire. Michel, je vais surprendre certains parce que moi je pense qu'en réalité, nous devons être en mesure de savoir qu'il n'y a pas une activité dans un pays qui soit négligeable. Oui. Parce que dans les pays développés, il n'y a aucune activité qui ne soit rentable. Mais maintenant, ça dépend de comment est-ce que justement ceux-là qui sont censés réguler le secteur essayent d'organiser les choses pour que ça se passe bien. Déjà, je vais dire que pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, ou pour ceux qui ont été dans la ville peut-être de Yaoundé au niveau de sport et tout, c'est quand tu veux quitter par exemple du centre-ville pour arriver dans les zones comme Bousso et tout ça que tu comprends justement le rôle peut-être d'avoir une moto ou d'avoir une moto taximène qui peut t'aider. En fait, lorsque je le dis, c'est pour dire que cela a été implémenté tout simplement parce qu'on a remarqué tout simplement qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Et c'est un échec justement du gouvernement. Absolument. Celui qui vient de parler. Donc moi je vois ça sur un autre angle. Ce gouvernement-là, justement, même lorsqu'ils vont créer les routes demain, on peut justement permettre, ou lorsqu'on crée une route, de créer l'espace où les motos là peuvent même circuler et permettre aux jeunes de travailler. Parce que moi j'estime que même faire la moto, c'est pas un crime. Faire la moto, c'est pas un crime, c'est comme un taximan qui fait son taxi et qui transporte les gens. On peut plutôt chercher justement à réguler les secteurs et à permettre aux jeunes de ne plus rouler sans permis de conduire, de ne plus rouler ayant bu, de ne pas partir, je ne sais pas comment je vais dire. Ils ont les policiers devant eux, ils partent de consommer de l'alcool, ils viennent, il n'y a pas de policiers qui le surveillent, il n'y a rien au Cameroun. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut observer que cette activité, au lieu que ça soit bénéfique pour le Cameroun, parce que je me dis qu'il n'y a pas d'activité qui soit négligeable. C'est bien beau où il faut reconnaître que ces jeunes-là justement font la moto aujourd'hui parce que le gouvernement n'a pas mis en place justement un système qui peut permettre à ces jeunes-là de se former. Michel Gatou, vous parlez de se former dans les domaines comme être menuisier, être charpentier, travailler dans les grandes industries. Ils vont se former, Michel, ils vont travailler dans quelle industrie au Cameroun? Alors justement, c'est ça le fond. Est-ce que justement on n'est pas dans, je vais dire, l'échec en matière de vision industrielle même pour le Cameroun qui fait que la main-d'œuvre est là, mais la main-d'œuvre, on ne parvient pas à l'utiliser parce que, permettez que l'on parle encore du renouveau, que le renouveau n'a presque rien fait. Quand on sait que le renouveau a retrouvé, avant son arrivée, il y avait une foultitude d'entreprises au Cameroun, dans le secteur privé, parapublic et même public. Comment se fait-on qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du renouveau, toutes ces entreprises ont disparu et la main-d'œuvre ne sait exactement où aller? Est-ce que la moto ne serait pas, on va dire, le point de chute important? Voilà, ce que je vais dire, c'est que vous demandez à ces jeunes-là aujourd'hui peut-être d'arrêter la moto pour continuer à agresser. Michel Gatou, est-ce que vous savez qu'il y a de jour en jour, il y a des agressions qui augmentent à Douala et à Yaoundé partout? Tout ça, c'est à cause de quoi? Manque de travail. Ces jeunes-là vont même se former. Et ceux qui sont formés aujourd'hui travaillent dans quelle entreprise? Dans un pays où on importe même le cuidant. Non, il faut on doit avoir honte. Et qu'on doit interpeller ce gouvernement. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la seule manière d'en sortir et de pouvoir faire mieux les choses dans les années à venir, c'est que chaque Camerounais en 2025 prenne ses responsabilités et qu'on vote justement pour la rupture. Et lorsque je parle de rupture, j'assume mes mots, il faudrait que ce régime en place avec son RDPC, que le RDPC soit battu dans les urnes, dans la paix au Cameroun en 2025. Pour que ça puisse se faire, il faudrait que les Camerounais fédèrent les forces et qu'on soit ensemble pour faire barrière à cette imposture, à un régime que pendant 42 ans, ils n'ont rien apporté au Cameroun. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ton point de vue sera accepté par tout le monde.
Il y a quelqu'un avec nous en ligne, je ne sais pas, qui c'est. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons comment? C'est Donald, je suppose. Oui, c'est bien à part. Alors justement, vous écoutez toutes ces analyses que font les Camerounais ce matin. Est-ce que votre point de vue serait bien sûr de valider le secteur des mototaxis comme étant une activité normale pour les Camerounais face aux enjeux quand même de développement, je dirais même de géostratégie, même de géopolitique internationale? Je n'utilise pas des mots à tort et à travers, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de sortir cette jeunesse très impliquée dedans et servir ces derniers comme étant la main-d'œuvre importante, qualitative et urgente pour développer le Cameroun? Déjà, il faut l'objectif. Il faut relativiser. Allons-y rapidement, on a très peu de temps. Oui, c'est-à-dire, on ne peut pas développer un pays avec les mototaxis. Parce que les mototaxis, on ne pas un emploi. Parce que quand on essaie de comparer entre les avantages et les inconvénients, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. On a plus de dommages, on est allé jusqu'à baptiser des pavillons dans nos hôpitaux où on a dit pardon d'indiquer dû au fait du nombre d'accidents. Oui. Vous allez vous rendre compte que... Je rappelle que l'année dernière, je rappelle qu'en 2023, on a eu environ dans les 2930 cas d'accidents de mototaxi au Cameroun, globalement. Allez-y. Eh bien, à la longue, on aura un taux de maladies respiratoires accru du fait de ces motos. Bon, maintenant, il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel nous vivons. Parce qu'il faut dire qu'il y a un problème de mobilité dans la ville, il y a un problème de déplacement. Du coup, il est très difficile d'équiper par exemple dans les centres urbains et se retrouver dans la république parce qu'il faut le dire, la ville est en pleine expansion. Et le problème de mobilité et des personnes et des contrôles, on a eu cette florence de 20 ans. Mais ce truc qu'il faut dire, vraiment, je dis cette activité, elle est plus significative parce que non seulement quand on regarde comment on exerce ce paradis, vous avez l'impression qu'on a plutôt affaire à une incontrôlable. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de sports qui sont transformés en entreprises, vous allez voir des industries normalement constituées en plein 23 de vous partez au niveau du parti, dans les jardins publics. Vous allez voir des individus sont couchés là. Il y a des endroits où les adhérents qui sont réputés pour les agressions, des chapeaux, des impôts par le pont. Lorsque vous prenez cette destination à nous, vous savez que le taux de chance pour arriver à votre destination est assez infini. Alors lorsque vous faites cette étude, vraiment le taux de chance pour le continent, on puisse réduire l'activité des mototaxis. D'accord. Voilà. C'est bien bon, on dit que c'est un point d'envoi, mais je me dis qu'il faudrait que le gouvernement essaie d'anticiper. On peut vous demander pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que l'on interpelle le gouvernement là-dessus. Il y en a qui pensent que les routes ne sont pas, je vais dire, ne sont pas ménagées dans ce qu'on peut qualifier d'arrière-pays. Et du coup, on se demande quand même, c'est vrai, chaque président, chaque gouvernement arrive, réalise je vais dire, place son curseur en matière de développement, devrait quitter et laisser la chance à un autre de pouvoir le faire. Est-ce que ça n'est trahi par la faiblesse du régime quarantenaire qui, en 42 ans quand même, semble n'avoir pas donné suffisamment de routes au peuple camerounais? Parce que s'il y avait des routes, on aurait peut-être très peu cette activité de mototaximène et on aurait une garantie certaine sur, je vais dire, les vies qui seraient mieux encadrées dans des transports en commun. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accident là-bas, mais il y a très peu, contrairement quand même au mototaximène. Oui, ça c'est un pan de la chose, c'est-à-dire on peut estimer qu'il n'y a pas eu assez de joie sur le plan de l'humanisme. Les réalisations ont été tellement pensées. Parce que quand on essaie de regarder, on a l'impression que nous sommes plutôt surpris par la démocratie. Du coup, à un moment, notre pratique se trouve un peu comme dépassé.
sont un peu comme dépassés. Voilà. Et je mettais sur la main notre plan, c'est-à-dire la portée de nos frontières. Donc, il est plus facile, par exemple, d'acquérir cet engin. Avec 300 000, 400 000, quelqu'un une moto, nous allons rendre compte aujourd'hui, cette activité est bourrée de beaucoup d'expatriés. Et je dis, ça rend pas la vie vivable. Maintenant, les gens vont dire que, oui, l'origine traditionnelle n'a rien fait, mais sauf qu'il faut le dire, il faut contextualiser les choses, parce que le monde avance. Aujourd'hui, vous avez mis en avant un ensemble d'entreprises qui avaient été fermées. Elles ont été fermées pourquoi? Il y a un principe en gestion. Lorsqu'une entreprise est non productive, son alternative, son antenne, il n'y a rien à faire. Et je pense que la plupart des entreprises qui avaient été fermées, qui ont été sur les yeux. Très bien. Elle était bout en dessous, elle était plus subventionnée. Alors, un État sérieux ne peut pas construire à subventionner les entreprises. Si on peut comprendre ce schéma, vous avez par exemple l'exemple de Cameco. Combien de milliards on a mis dans Cameco? Est-ce que Cameco, si tu vas décoller, si vous avez compris le schéma de Cameco, vous avez compris le schéma de tous les ensembles de l'industrie qui ont été mis. On a en droit, bien souvent, de penser qu'il y a un échec du gouvernement camerounais et même du régime en place dans toutes ces données. Merci beaucoup, Donald. Passez une bonne journée. Prenons quand même Big Dream. Je ne sais pas comment il s'appelle, Big Dream. Je ne sais pas si c'est une appellation normale. Hein. Il est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Macho. Bonjour. Nous n'avons plus que 5 minutes pour ce sujet-là. Activité de mototaximène, devait-on y confiner la jeunesse camerounaise ou la sortie de là au regard du développement que nous souhaitons pour le Cameroun et les enjeux majeurs qui nous attendent après 2025? Je pense qu'il est souvent important, avant toute chose, de faire un travail épistémologique sur le sujet, parce que justement, on doit comprendre d'où provient cette activité. Elle est arrivée au Cameroun à partir de quelle année? Elle est arrivée à partir de quoi? Il faut expliquer cela. Ouais. Il faut dire aux Camerounais que tout ceci arrive après la crise économique que le pays qui a frappé le pays et la dévaluation qui a poussé les Camerounais à appliquer ce qu'on appelle le système B. Ça, c'est un système B développé par Madame Founi, tout jusqu'aux fonctionnaires qui ont développé les comptoirs chez eux. On est entré dans ce système B-là. Maintenant, est-ce que l'État a récupéré pour essayer de normaliser le système B, pour le rendre à un secteur normal pour qui le mototaximan peut gagner vivre de son revenu? Mais est-ce que c'est une bonne chose pour un État? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est viable pour un État? Dans les grandes villes du Cameroun, est-ce que c'est supportable de vivre dans ce type de ville avec ce type de transport? Est-ce que c'est viable? Je pense qu'il est souvent important de dire les choses aux Camerounais. Je pense qu'il est important de dire les choses aux Camerounais. L'État n'avait pas de possibilité de faire autre chose que de faire ce qu'ils ont fait. Et l'État a-t-il arrangé, après ce constat, l'État a-t-il souhaité au moins réparer? Non, il faut éduquer les gens. C'est pas à l'État. L'État peut peser de libérer les énergies, ce qui veut dire donner les facilités, les opportunités aux gens de faire autre chose. Et les gens peuvent aussi utiliser ce secteur d'activité comme un moyen de transition pour pouvoir arriver à autre chose. Ouais. Mais par contre, la plupart qui sont dans ce secteur d'activité n'ont pas souvent le niveau de formation requise pour pouvoir comprendre qu'ils peuvent passer à autre chose, que ce n'est qu'un tremplin qui peut leur servir de traverser un moment vide pour passer à autre chose. C'est ce qui dérange souvent. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on décrit le plus, c'est que l'État doit pouvoir donner les possibilités aux gens de cette activité de faire autre chose, de formation. Non, le but là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les sortir là maintenant, puisqu'il y a quand même un nombre inquiétant de jeunes dans ce secteur, parce qu'on a besoin de bras forts pour construire le pays demain? Qu'est-ce qu'on fait, mon très cher? Même si on a besoin de les former, ce qui est sûr, on ne pourra pas retirer tout le monde dans ce métier-là. Donc c'est ce que je peux vous dire. On ne pourra pas retirer tout le monde dans ce métier-là, mais l'État peut essayer de trouver des solutions, des voies et moyens pour pouvoir parler de ce secteur-là. Et j'ai dit que moi, par exemple, ma position, ce secteur d'activité est un secteur qui doit être réduit à la seconde zone, donc à l'arrêt du pays. Très bien. Je pense pas que les doit développer cette activité. Merci beaucoup, Big Dream, pour votre réaction ce matin en direct sur Jambo FM. Je rappelle qu'Alvin est avec nous, justement, d'autres personnes voudraient bien réagir sur le même sujet. Mais on va marquer une pause, on va essayer de vider ce sujet
avec ceux qui sont en attente et nous reviendrons par la suite sur d'autres sujets, croyez-moi, extrêmement importants, mesdames et messieurs, portés sur les 2 dernières semaines des inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que les politiques, est-ce que les acteurs de l'opposition font suffisamment d'efforts pour amener les gens à s'inscrire? Et finalement, on parlera également au dernier sujet du débarquement de la Provence au Paul Biya hier. Quelle était la contribution du Cameroun pendant ce débarquement? C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es Ça, maman. intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss On Ayoba. revient au Pour tango. le 5e anniversaire d'Ayoba, participe aux un. sélections dans ta ville et tente Je dis les gens là et puis on passe à autre chose. jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayoba et soumets ta candidature. Télécharge Ayoba sur Play Store ou App Store. On ne pourra parler avec énergie sur Django FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, premier sujet ce matin sur la table. Et avec vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui prenez quand même la peine de réagir spontanément à ce sujet. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement. Merci pour votre sens de citoyenneté. C'est très important. Et nous parlons de l'activité de mototaximan. Très rapidement, on va vraiment guider avec le peu de personnes qui nous attendent. Alvin est avec nous ce matin. Alvin, bonjour à vous, chère dame. C'est une dame, je suppose. Alvin, bonjour. Bonjour Michel, bonjour mon frère, comment ça va? Voilà. C'est Alvin depuis la France. Alvin depuis la France. Ce sujet, il vous parle. Si oui, en quoi peut-on s'investir dans, on va dire, dans la volonté de ressortir ce nombre important de jeunes et d'en faire un bras important pour le développement? Allez-y, Alvin, nous écoutons. Je me rappelle, parce que ça fait un moment que je suis sur le territoire étranger, je me rappelle, dans les années 2000, quand cette histoire de mototaxi a pris de l'ampleur, en fait, l'État a d'abord cherché à vouloir régulariser. Mais plein de lacisme, ils ont sorti des gilets déjà. Ils ont cherché à vouloir envoyer des mototaximans dans les auto-écoles pour se former. Ça, je me rappelle, parce que c'était un sujet qui me tenait déjà à cœur quand j'étais au Cameroun. Mais les choses n'étaient pas organisées. Les choses n'étaient pas bien faites. Ils ont pris la décision de centraliser les villes où les mototaxis devaient être interdits, comme les Bounandjor ou certaines parties de Bonapiso, les quartiers du en fait. Ouais. Ça n'a pas toujours marché la chose. L'histoire des mototaxis, c'est une histoire, je peux appeler ça entre guillemets de la mafia. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu dans un pays comme le Cameroun où les motos se vendent comme des petits gants. Quand vous prenez le quartier chinois à quoi là-bas, ils n'ont que des magasins de motos là. Et ça se vole aussi comme des paires de chaussettes. Donc l'État n'a pas le pouvoir, ils n'ont pas pu recenser toutes les motos qui entrent dans les territoires. Nous sommes dans les pays étrangers, tout le monde a des motos, même à l'Europe on a des motos, il y a le casque, il y a des protections en fait. Les motos sont immatriculées comme des voitures. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Mais est-ce que là-bas, il y a une activité de mototaxi? Vous êtes en France, là où vous nous appelez. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a véritablement? Mon père au Cameroun avec une moto. Mon père avec une moto, mais ça lui servait de transport. Il allait au travail, il rentrait avec sa moto. Ouais. Mais maintenant, tu trouves le professeur du lycée, le samedi, qui n'a pas de TP, il est sur la moto. J'ai vu mon professeur. Il faisait la moto taxi. Un professeur qui touche de l'argent. Mais quand il y avait les heures creuses, le dimanche, il a besoin de se faire un peu d'argent. Parce que l'État ne subventionne rien. L'État ne contrôle rien. Nous sommes dans une gueule en même où chacun pour soi, Dieu le pousse. Cette histoire de moto-taxi, je suis arrivé au Cameroun il y a de cela 1 année, 2 ans déjà. Ouais. J'arrive à Coton où j'ai pris le temps de discuter avec un monsieur, un centrafricain. Je lui dis, mais ça fait 3 jours que je te trouve là, tu fais comment? Il dit qu'il dort sur sa moto, il porte les gens, et ce sont les mêmes gens qui vous agressent. Ce sont les mêmes gens qui sont insalubres, la saleté, la poussière. Vous savez les maladies qui contaminent nos gens, la toux, le fait qu'ils toussent. Vous savez combien de tuberculose dans nos gens? C'est pas subventionné. En fait, nous sommes dans quel monde? C'est pas encadré, c'est mieux de le dire ainsi. Voilà.
dans quel monde? C'est pour ça que j'implore à tous mes frères. Je connais des gens avec qui j'ai fait tenter le secteur de Douala pour moi si. Après le bac, ils n'ont pas pu entrer à Eneo parce que Eneo se suivait, c'est l'enfant de tel, il faut donner tel. Le temps qu'ils entrent à l'ESSEC, ils entrent à une université privée qui n'a pas, que les parents n'ont pas de moyens, ils sont retrouvés sous la moto. J'en connais mes camarades de classe. Je ne vais pas citer le nom ici. Ils ont fait la moto 1 année, 2 ans, c'est devenu leur métier. Ouais. Avant de faire des petits fouettages, des dépannages à gauche, à droite. L'État se sont rendu compte de ces jeunes gars. Très bien. Donc, chacun pour soi, Dieu le pour soi. Alors, Alvin, merci beaucoup. On donne la parole à tout le monde, hein, parce que vraiment, on veut respecter ceux-là qui attendent depuis un petit moment et qui demandent à réagir. Quelqu'un avec nous, justement, Utopie et Harmonie. Votre nom, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour. Comment... Merci beaucoup. Comment nous vous appelons? Votre prénom, c'est quoi, tout au moins? Je m'appelle Christian. Christian, d'accord, c'est votre prénom, Christian. Alors, nous pensons quand même développement du Cameroun, Christian. Nous pensons à l'avenir du Cameroun, Christian. Cet avenir du Cameroun, ce pays qui doit être construit. La main-d'œuvre, si elle se trouve sur des mototaxis, qu'est-ce qu'on fait pour le devenir de notre pays? Que tous nous voulons, nous caressons le rêve de le voir être au même niveau que la Chine, que l'Europe, que l'Asie, etc. Oui, mais maintenant, tout dépend de comment vous voulez qu'on voie la situation. Je vais vous donner un contexte, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui arrive et qui trébuche et il tombe, vous voulez qu'on s'attarde sur là où il est tombé, la blessure, ou bien là où il a cogné le pied. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, on analyse le problème du Cameroun, on analyse les conséquences en fait, et on veut soigner les conséquences. Tant qu'on ne soigne pas les causes, on ne soignera, on ne réglera jamais le problème. C'est quoi la cause, Christian? C'est quoi la cause? Justement, la cause en est que nous, le Cameroun est un pays, de mon point de vue, encore ça n'engage que moi, est de mon point de vue un pays sous tutelle, sous colonisation. Ouais. Ça, c'est l'état factuel. Non, ça ne vous engage pas parce que ce que vous dites est totalement vrai. Voilà, poursuivez. Alors, une fois qu'on a placé le contexte, qui est la tutelle du Cameroun et comment on en arrive à avoir des personnes à la tête de nos États qui n'arrivent pas à prendre les décisions, à prendre des politiques de gouvernance qui peuvent améliorer la vie des populations. Comment on en arrive à avoir des routes comme on a, comment on arrive à avoir des détournements, des détournements massifs des fonds publics, comment on arrive à avoir les fuites des cerveaux, comment on en arrive à avoir, bref, les mœurs, la culture, l'agriculture, tout qui est dans l'état dans lequel il est. On peut s'attarder, il y a plein de situations qui démontrent un souhait que nous avons un gouvernement qui n'est pas à la hauteur du management qu'il devrait avoir. Maintenant, une fois qu'on a posé ça, pour moi encore là, on est encore sur le superficiel. Bon, voilà la situation. On a, et ça se tient à deux niveaux en fait. Une fois qu'on a une entité qu'on a identifiée comme étant l'entité colonisatrice ou tutélaire, une fois qu'on a défini ça, on dit comment ils arrivent à donc maintenir un pays. Vous choisissez les personnes incompétentes que vous placez à la tête des États. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, au lieu d'avoir un S1G, au lieu d'avoir un Koumiobe, au lieu d'avoir un Osenda Afana, un Félix Mounier et consorts, vous choisissez Aïdjo, servant servile, qui à son tour cède le pouvoir à son acolyte, le Premier ministre, chef du cabinet, blablabla, dont son partenaire. Donc, dans la même dynamique intellectuelle, en fait, nous sommes en plein dedans. Alors, vous êtes là, Christian, dans la forme empirique des problèmes que connaît le Cameroun aujourd'hui, ou que connaissent les Camerounais dans leur globalité. On parle encore, bien évidemment, du joug colonial qui continue de peser sur le Cameroun, et ceci maintenu par les pontes du régime et le régime actuel qui continue de faire allégeance à la France. Naturellement, on en parlera dans la troisième partie de cette émission avec le troisième sujet sur le débarquement en Provence, dont Paul Biya fait partie des 6 présidents des républiques africaines aux côtés de Macron. On en reparlera tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Mais pour sortir rapidement, sur la question, est-ce que les jeunes, on peut compter sur ces jeunes
Est-ce qu'ils peuvent se lever spontanément et dire, nous quittons le secteur d'activité et nous passons à autre chose? Mais encore une fois, on est là pour demander à soi, comment vous voulez, un jeune, vous avez des emplois, des politiques salariales du pays qui mettent le salaire minimum, je crois qu'on est remonté peut-être à 40 euros, 50, je ne sais plus combien. Moins de 50 000 quand même. Alors, vous avez vu le taux d'inflation au Cameroun. Moi, j'ai rencontré des filles au Cameroun où elles travaillent, elles ont un salaire de 50 000, 60 000. Vous avez des jeunes, moi, je peux vous le dire, des gens qui ont du master, Seigneur Jésus. Ils ont le master et ils te parlent d'un salaire de 150 000, 100 000 francs. Master. Au Cameroun. Et pourtant, cette semaine, vous allez demander le prix d'un studio. Je parle même pas le prix d'un studio. On n'a pas un petit appartement. On est à 50 000, 60 000. Comment on s'en sort avec ça? Et vous voulez que, en fait, si vous voulez, les gens ont trouvé une solution palliative à une situation qui est beaucoup plus, comme j'ai dit, vous voulez soigner la maladie, vous voulez soigner les symptômes, et non, au lieu de soigner la maladie. C'est-à-dire que ces jeunes-là, vous les enlevez de la rue, vous allez en faire quoi? Des brigands? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de industrialisation du pays, rien. Peut-être qu'ils se mettent dans quoi? Peut-être on ouvrira une antenne plus tard où on va pouvoir épiloguer sur ces sujets en profondeur. Merci beaucoup Christian d'avoir réagi spontanément à ce sujet-là. Vous restez avec nous. Et nous finissons avec l'homme. L'homme, je ne sais pas si ça s'appelle l'homme. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour mon très cher. Nous vous appelons comment? Moi c'est Michel Meillet. Michel Meillet. Il nous reste 3 minutes pour sortir ce sujet, Michel. Votre lecture. Je vis au Cameroun. Oui. Je n'ai pas ce même problème que vous avez. Moi, j'ai l'impression que nos frères, dès qu'ils traversent, ils prennent l'aéroport, Simanem ou Douala, ils changent. Et ils sortent du contexte. Ils deviennent subitement héros. Ils oublient que même en développement, s'il faut parler en pourcentage, en calcul, nous sommes plus développés que l'Europe. Et ils ont parlé des pays qui ont des siècles d'existence en tant que nation. Et alors là, pour ce fait, M. Michel Gadjou, moi, je travaille au Cameroun, oui, je m'assois à mon niveau, je n'ai même pas la vie que les gens veulent mener, la vie des rêves. Qui a dit qu'un mototaximan est un sous-homme? Personne ne l'a dit ici, hein? Vous qui êtes là-bas. Non. On le dit d'une manière ou d'une autre. Ben attendez, peut-être vous le dites. Personne ne l'a dit ici. Aujourd'hui, l'une des premières puissances économiques du monde, et même militaires, on fait la mototaxi. Il y a la mototaxi en Chine. Le Vietnam, le pays le plus émergent, des pays émergents, on fait la mototaxi. En Asie, là-bas, le pays le plus riche actuel, on pas l'Europe sur tous les points. Je connais des mototaximans, je connais des salariés qui étaient dans les 100 000 au Cameroun, qui ont laissé ça, ils font mototaxi. Je connais des mototaximans bailleurs. Monsieur Meignet. Alors, c'est ce qu'on sort les Camerounais du rêve. Monsieur Meignet. Parce qu'ils ont ce système-là, nos frères. Monsieur Meignet. Je peux comprendre. Fondamentalement, est-ce que vous trouvez raisonnable? Là, la question elle est personnelle. Hein? Est-ce que vous trouvez raisonnable que vous travaillez dans une entreprise où vous avez appris un métier, vous avez une formation, vous laissez le métier pour engager l'activité de mototaxi? Personne n'a dit ici que c'est les sous-hommes qui le font, non. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que quelque part il y a un échec? Parce qu'on dit que l'homme a tout dans sa tête, l'abeille construit au fur et à mesure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a transformé les hommes en abeilles aujourd'hui qui ne savent même pas comment donner, on va dire, une structuration à la ruche, alors que l'homme a tout dans sa tête, il peut changer son univers parce qu'il a une formation, il a un métier, il a des compétences et il peut former d'autres personnes par la suite? Oui, Michel, je peux reprendre? Allez-y, monsieur Meignet. Ok, d'accord. Michel, déjà, toi-même, tu confirmes que les mototaximans sont des sous-hommes parce que tu parles du fait que comment se fait-il que quelqu'un peut laisser son entreprise? Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Je vous ai relancé. Oui, mais vous me prêtez des intentions. Et il y a des mototaximans, Michel, ailleurs, au Cameroun.
sa moto, il a peut-être 6 000 francs par jour. Il fait des calculs tels que 6 000 francs x 30 avec son salaire. Il trouve qu'il est mieux en moto. Pourquoi ne pas faire la moto? Parce que c'est un sous-métier. Quelqu'un vient parler d'un master, le master, quelqu'un a un master, il a 150 000 francs. Mais avant que des gens n'interviennent, qu'ils essaient de tricher en économie, parce qu'il est hors de question. Le Cameroun ne va pas payer des salaires qu'on ne pourra pas supporter. On vit par rapport à ce qu'on a. Attendez, monsieur Meignet. Je pense même humblement que je vais demander aux auditeurs, baissez un peu, je vais demander aux auditeurs de m'excuser, parce que ce sujet me semble être très intéressant pour chaque Camerounais aujourd'hui, puisqu'on en parle, avec tout le respect que je vous dois, on va éluder les 2 derniers sujets, et on va rester sur le premier sujet, et on va le garder jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? Puisque les gens vont dans les profondeurs. Monsieur Meignet, fondamentalement, comment vous dites que le Cameroun ne peut pas assumer les salaires qu'on ne peut pas? Est-ce que vous dites cela avec toute la foi nécessaire du compatriote, du citoyen camerounais, qui reconnaît les manquements du système en place, le vol organisé, le pillage des ressources au Cameroun, le pillage systématique des caisses au Cameroun? Sur quel élément vous basez pour le dire, chers confrères, chers compatriotes, autant pour moi? Ok, Michel, merci, vous êtes journaliste. Et un journaliste veut dire un flic de l'investigation. Absolument. Ok, merci. Moi, je ne peux pas me lancer dans ce que vous dites parce que je n'ai pas de preuves. Vous, en tant que journaliste, vous avez des preuves. Je peux me lancer. Michel, tout ce qu'on a attrapé pour détournement, à 99%, ils sont en prison. Il y a tout un gouvernement. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Recentrons-le et restons sur l'activité des mototaxis. Vraiment. C'est vous qui êtes sorti du débat. Non, on n'est pas sorti. Non, je voulais simplement relancer en disant que, est-ce que vous ne pensez pas que les détournements massifs qu'on a au Cameroun contribuent effectivement à tenir des gens captifs dans la pauvreté et les empêcher effectivement de penser des lendemains meilleurs, au point de laisser croire aujourd'hui que l'activité de mototaxi serait une activité très importante, viable, intéressante pour l'image du Cameroun. Et d'ailleurs, en prenant l'exemple sur la Chine, l'Indonésie, comme vous l'avez fait. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est bien. Je me tue depuis à vous dire ça. On vous a compris. Et de deux, le Cameroun se fera avec tout ce qu'on a de bien. Très bien. Merci. Michel, merci beaucoup, monsieur Meignet. On est tellement nombreux ils sont tellement nombreux qui veulent réagir à ce sujet-là. Allô, bonjour sur WhatsApp. Quelqu'un arrive sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Nous appelons comment? Sims depuis la Belgique. Sims depuis la Belgique. Merci de nous retrouver, Sims. Je suis désolé parce que j'ai coupé monsieur Meignet. Il fallait absolument vous avoir parce que vous attendiez depuis au moins 15 minutes. Votre lecture sur la situation, allez-y. C'était pour le best. Donc, comme ça, monsieur qui vient de parler vraiment est trop rigolo, pardon du terme. Je vais vous dire, mes chers Camerounais, compatriotes, sortez des motos, sortez des Benskin. Pourquoi? Je suis ingénieur automobile. Je sais de quoi je parle. Mon premier cours à l'école, c'était le moteur à 2 temps. Le moteur à 2 temps pollue, ça pollue l'air. C'est une pollution bien avancée. Ouais. Alors, même en Chine, là où le monsieur vient de dire qu'il y a les motos taxis en Chine, je vais lui dire que même en Chine, ces motos n'existent pas. Ils ont un autre genre de moto qu'on appelle scooter. C'est différent. Alors, je vais vous dire que ces moteurs à 2 temps, le ministre des Transports serait un criminel parce que, en tant qu'un homme normal qui connaît à peu près l'environnement, les effets de serre et ce qui est combustible, tout ce qui est combustible, comme les moteurs à 2 temps. Alors, je vous dis, mes chers frères Beskiners, le moteur à 2 temps, c'est plus dangereux que les anciens Toyota 6000 qui crachent du gasoil sous forme de fumée lorsque ça roule. Mais seulement que vos fumées est invisible. Mais très dangereux, on appelle ça le NOx. Donc c'est nocif? C'est nocif pour chacun d'entre eux ou bien c'est nocif pour l'environnement? Dites-nous. C'est nocif pour tout le monde. Actuellement, puisqu'il respire ça toute la journée, il est là près du charbon, toute la journée il respire ça. Et puis c'est un gaz qu'on appelle le NOx, donc l'oxyde de carbone, Oui. qui diffère du gaz carbonique. Voilà.
Alors qu'est-ce que l'oxyde de carbone fait dans le corps humain? L'oxyde de carbone donne la pneumonie, les tuberculoses. Si vous avez remarqué, tous ceux qui conduisent les motos depuis un certain temps sont obligés de porter les gros par-dessus, les gros bulles, alors qu'il fait chaud. Ce n'est pas leur faute, ils sont malades. C'est des malades qui s'ignorent. Alors, si moi je suis maire dans une ville au Cameroun, les motos seront bannies de la circulation. À la place, on pourra créer des tricycles avec des moteurs adaptés pour ça. Mais quel genre de moteur adapté? Parce qu'en fait, quand vous dites créer les tricycles, c'est pas différent. C'est le même gasoil qu'on utilise ici. C'est le même gasoil, c'est le même carburant, c'est ce qu'on utilise ici. Les moteurs de Penske, c'est le moteur à chaîne. Oui. Alors, les moteurs à cardan sont différents des moteurs à chaîne. Donc, ça veut dire que les tricycles portent les moteurs à cardan qui sont comme des moteurs de voitures. D'accord. Ça veut donc dire que Douala, avec plus de 200 000 mototaximens, la ville est complètement polluée, c'est ça. Et les 200 000 mototaximens sont malades. Ils sont malades. Ils souffriraient sûrement soit du cancer, soit de la pneumonie, soit de la tuberculose, soit des effets nocifs. Cancer? Oui. Est-ce que vous ne faites pas peur aux mototaximens qui vous écoutent ce matin-là? Je ne fais pas peur, je vous dis la vérité, ça c'est le premier cours. Dans les moteurs, il y a les moteurs à 2 temps, c'est plus dangereux. Est-ce que Paul Biya est au courant de ça? Parce que lui, comme en 2014, a validé l'activité. Monsieur Ngacho, est-ce que vous croyez que ce gouvernement aime la population avant de laisser mourir sur la rue? Regardez une rue qui s'est effondrée, une rue qui a à peine 1 cm de bouton, dit à peine 1 cm de bouton, on peut voir ça à ma distance. Pourquoi ils aiment le Cameroun? Pourquoi ils aiment le Camerounais? Non, moi je ne crois pas. Ils auraient dû savoir ça. Il y a beaucoup d'ingénieurs parmi eux. Ils devraient savoir ce que je vous explique tout de suite. Non, mais prendre très sérieux. Non, mais vous nous faites peur, sincèrement. Vous nous faites non, si. Mais vous nous faites peur. Mais finalement, mais on risque de fuir Douala là maintenant et tout le monde risque de fuir. Allez faire vos recherches. Allez faire recherche sur le moteur à 2 temps. En tout cas, on donne la parole de Konos. Merci beaucoup, Sims. La combustion et l'explosion, c'est tout ce que ça fait, ça produit. Est-ce qu'on devrait faire... Merci beaucoup, Sims. C'est très important. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Michel Gadio. Nous vous appelons comment? Oui, c'est là. L'émission, c'est laissons parler les gens. Et nous vous laissons parler naturellement. Dites-nous concrètement. C'est vrai que le dernier auditeur là, Sims, nous ramène sur un sentier que personne n'avait vu, mais ça fait peur. Activité de mototaxi au Cameroun, est-ce qu'il faut la stopper totalement? Oui, je voudrais commencer par ce que disait le dernier auditeur. Pour la santé. Oui. S'il y avait quelque chose à faire, peut-être on devrait arrêter les motos. Mais je pense plutôt que nous devions rentrer bien loin en arrière. C'était dans les années 1900. Parce que la construction du pays colonial a permis que nous ayons un état de plus de 50 ans. Parce que si aujourd'hui on nous dit que c'était d'un bon au village, il faut prendre le taxi, mais il faut que les motos pour passer sur cette place. Pourquoi? Parce que les routes sont grandement en retard. Les infrastructures n'ont pas suivi. J'ai vu comme Douala et Yaoundé aujourd'hui devraient être reliés par train ou bien par tramway ou bien par TGV. C'était Bonato peut-être pour le côté. Je vais se faire en train aujourd'hui. Et les pistes du quartier maintenant vont se faire en taxi et laisser chacun devant sa porte. Donc nous avons un très grand retard sur les infrastructures. Et pour revenir sur ce que d'autres disaient, une seule question que je me pose. Moi, le papa, quand je vois ton enfant brillant à l'école de 14 ans, est-ce que tu sais que tu dis 18 ans, il soit dessineur? Toi, même le papa, est-ce qu'à l'âge de 40 ans, tu penses que faire la moto, c'est quelque chose de sérieux et de bien? Revenons maintenant sur le plan de la santé. Appelez un spécialiste de la santé. Demandez-lui que pour quelqu'un qui travaille 8 heures ou bien 6 heures de temps par jour avec la moto pendant 6 mois, quel risque de santé là? Vous verrez que vraiment, ce que le dernier auditeur disait, c'est ça. C'est pire donc de se mettre dans l'activité de mototaxi au Cameroun, c'est ça?
du mécanisme, comme disait le précédent auditeur. Parce que nous utilisons parce que c'est facile, mais moi, habituellement, j'ai l'habitude de faire la moto. Quand tu fais du temps, peut-être comme 14, 21, ou bien 14 pour adhérer, toi non tu le sens. Mais j'arrive chaud, dans les yeux fixes. Wow. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et imagine que tu as 40 ans, à 60 ans, tu dois être comment? Imagine que c'est un jeune garçon de 18 ans, mais à 30 ans, ça fait quand même fini. Donc je pense que l'administration coloniale nous a permis d'avoir un très grand retard, même depuis les 60 ans sur les infrastructures, que ce soit dans la santé, le domaine de l'éducation et tout, parce que tous ces gens-là, tu vas les demander de faire quoi, de laisser la moto. Oui, c'est vrai qu'il faut laisser la moto, mais s'ils laissent la moto, on va aller du premier temps recommencer. Donc il y a toutes ces choses qui permettent que vraiment nous sommes tout derrière et que le gouvernement actuel ne veut rien faire. On demandait à quelqu'un tout à l'heure que bon, est-ce que vraiment c'est vrai qu'un investisseur s'en sort et que la masse salariale ne permet pas d'embaucher tout le monde. Mais tout le monde est obligé de dire qu'il y a des personnes à eux seuls qui volent et détournent le salaire, même de 3 ans de tous les Camerounais, ici même de 5 ans de toute la fonction publique. Personne ne dit rien. Vraiment, c'est désolant. Inscrivons-nous et allons changer les choses en Merci. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup pour votre réaction. Allô, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Fouadioné. Monsieur. Moi, c'est Fouadioné. Moi, c'est Ngachu. Ngachu, pas Mbachu. Ok, Ngachu. Voilà, Ngachu. Alors, nous vous écoutons, chef frère. Oui, je veux revenir parce que il y a un monsieur Méniela qui a fait des déclarations très scandaleuses. Parce que quand il fait savoir qu'un motoman est devenu bailleur, si sur 200 000 motomans, un seul devient bailleur, est-ce que ça veut pourtant dire que tous les motomans sont des bailleurs? C'est une interrogation. Il est à savoir s'il fait uniquement la moto, c'est une interrogation. Il est à savoir s'il n'utilise pas la moto pour faire autre chose, faire le trafic de la drogue, le trafic des fruits, des légumes, c'est une interrogation. Donc il ne vient pas nous en fumer. Il faut définir ce qu'on appelle un métier décent, une échelle de responsabilité. On ne peut pas considérer à l'heure actuelle, une base actuelle, par des propositions qui sont différentes. Oui. Que la moto, le motoman, est un employé, c'est un secteur d'activité. Parce qu'il y a des conditions de définir un métier, un employé qui doit être pas comme attendre un secteur d'activité. Ils n'ont rien organisé. Même les syndicats qui font en rond à tort et à travers. Les motos ne sont pas immatriculés. Parce que c'est demandé de ne pas en pratique. Les motomans qui sont sur la moto, ils n'ont pas de permis, on ne peut pas leur demander pas de permis. Toutefois, ils sont sous charge. Donc, moi, ça peut faire un secteur d'activité. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les secteurs très dangereux et criminogènes. Parce qu'au quotidien, il y a au moins quelqu'un qui tombe sur le cœur son pied, quelqu'un qui meurt. Puis, sur le plan sanitaire, on peut faire c'est pas là. Rester à longueur de journée assis sur une moto, entrer dans le creux, ça détruit le corps. Après, les taximens, généralement, il ne faut pas qu'ils restent longtemps assis derrière leur volant. Que les gens après leur garer, marcher un peu, pour éviter avec le temps, soit le manque de pas de dos, le manque de nerfs, ou quelle que soit la situation, ce qu'on a fumé, pour les non-fumeurs qui absorbent la fumée, à dans le temps, ça détruit considérablement le corps. Très bien. Tout ce qui est mauvais au Cameroun est validé. Tout ce qui est mauvais au Cameroun est validé. Prenons un exemple bizarre. Allons dans l'éducation. Quittons l'éducation. Allons dans la santé. Quittons la santé. Allons dans le développement humain. Dans il y a rien qui aujourd'hui. Allons dans ce qu'on appelle les déclarations. Comme a dit que je suis un mandat de la paix. Depuis combien de temps? On est dans les slogans, les déclarations. Le Cameroun, la politique camerounaise, le gouvernement camerounais, est-ce qu'ils vont aller de vous dire dans les médias, nous sommes en train de. La déstabilisation de nous, en train de. La déclaration de biens, c'est en cours. Donc on pouvait se dire de nous depuis 41 ans. Les voies de les routes, dont on parle là pour la circulation interne, quand les mouvements descendent d'un moment à l'autre, les pluies arrivent de l'inondation. Depuis combien d'années on en parle? Nous sommes en train de. On va créer le caniveau, on va, aujourd'hui on a notre slogan, voilà c'est propre. Les propres là sont en train de, d'un moment à l'autre, en cours. Non, c'est 40 ans, 41 ans.
plus ce qui est neuf, les Camerounais ont refusé d'être citoyens. Ont refusé d'être citoyens parce que quelque part, ce qu'on appelle le développement de la médiocrité. Et dans cette médiocrité, les gens qui s'en sortent ne vont jamais faciliter que les choses soient dans la norme. Parce que dans l'obscurité, il y a des gens qui sortent de peine de Dieu. Celui qui n'a pas l'habitude, celui qui ne connaît pas manipuler la matière, dans des guillemets, il est l'arbre. Il va faire comment? Il va toujours intimider. Donc moi je vais dire, soyons sincères quand on fait un débat, les mototaximens ils sont venus à l'embuscade. On n'a jamais pensé ce qu'on disait quand ce matin, les mototaximens qui veulent être un moyen de transport humain au Cameroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Un deuxième sujet qui sera premier sujet demain. C'est très important. Un deuxième sujet qui sera premier sujet demain parce qu'on aurait bien souhaité vraiment ce matin épiloguer là-dessus, mais nous nous rendons quand même compte de la consistance, de la pertinence des idées que les Camerounais développent autour, bien évidemment, du premier sujet concernant l'activité de mototaxi au Cameroun. Et nous remercions d'ailleurs Sims, qui nous appelle depuis Bruxelles, depuis la Belgique, où il est, et qui nous a fait un petit coup quand même sur la toxicité, on va dire, de ces engins à deux roues aujourd'hui au Cameroun, et même du fait que l'environnement camerounais, surtout à Douala, serait totalement pollué par l'activité des mototaxis. Donc on devrait parler bien sûr en deuxième partie de 14 jours restants pour les inscriptions sur les listes électorales, et tout en nous questionnant du comment les acteurs politiques se comportent. Est-ce qu'ils sont suffisamment agressifs? Est-ce qu'ils vont à la rencontre des Camerounais? Est-ce qu'ils tentent justement d'aller créer ce qu'on appelle provoquer les masses afin qu'elles se mettent à leur côté autour des projets qui sont les leurs? On devrait en parler. Mais surtout, on a aussi un troisième sujet. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et un troisième sujet qui sera deuxième sujet demain. Nous voulons bien sûr évoquer cela avec vous. Le débarquement de la Normandie, souvenons-nous, ça fait plus de 2 mois qu'ils ont célébré cela en France. Le débarquement de la Provence, Paul Biya ce matin, hier, aux côtés d'Emmanuel Macron, d'ailleurs qui a totalement ignoré Paul Biya. Même pas la petite photo, même pas la main tendue. Et on se demande finalement, est-ce que la France ne continue pas de piétiner la grandeur, entre autres des Camerounais, par le biais du président de la République du Cameroun? Nous souhaitons en parler, et il faut dire bien sûr que chacun pense ce sujet et que de bon qu'on puisse l'évoquer bonhomme. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole bien sûr sur le premier sujet sur l'activité des mototaxis au Cameroun. Vous nous appelez en direct au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Mais là sur WhatsApp, le WhatsApp est ouvert. Quelqu'un en ligne depuis un petit moment nous attend au 6 91 98 60 98. Fils du planteur, bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs de Djambo. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne chaque matin afin que l'émission soit pleinement et bonnement réalisée. Merci au créateur de cette chaîne. Voilà, nous parlons bien évidemment de l'activité des mototaxis au Cameroun aujourd'hui. C'est vrai que les arguments que les Camerounais nous ont portés ce matin sont quand même assez... voilà, il y a même un peu de crainte là-dedans. Est-ce qu'on pouvait sortir la masse critique qui s'y retrouve aujourd'hui pour l'inclure dans une société plus émergente à travers des activités, à travers, je vais dire, de l'emploi qualitatif, à travers des formations, et penser à un avenir globalisé du point de vue économique du Cameroun par cette main-d'œuvre importante-là, jeune d'ailleurs? Oui, Michel, je vais l'analyser sur 2 volets. Le premier volet sera sur le volet agraire et le second volet sera sur le volet développement. Oui. Mais les deux sont joueurs, c'est-à-dire la prolifération des mototaxis au Cameroun est la résultance de l'échec du développement du pays. Maintenant, cela découle, l'échec du développement du pays étant dit, il faut noter que les mototaximans, par essence, sont des gens qui investissent peu pour gagner peu. C'est-à-dire quelqu'un a 500 000, au lieu peut-être de s'investir dans un domaine qui pourra lui permettre de devenir millionnaire ou milliardaire, il préfère acheter une moto et y grimper toute sa vie.
Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. Voilà. Bon, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est une activité feignante. Elle ne permet pas à un être humain de se développer. La nécessité de la réforme agraire au Cameroun doit être effective afin d'absorber une masse importante de beaucoup de Camerounais qui vont le mototaxi. Ouais. Pourquoi? Parce que si nous lançons une réforme agraire importante au Cameroun, nous allons avoir besoin des main-d'œuvre et des investissements. C'est-à-dire, avec 500 000, quelqu'un peut lancer une parcelle agricole, sachant qu'il y a l'agroalimentaire qui suit, sachant que le Cameroun est dans le poumon de l'Afrique centrale en domaine agriculture et dans plusieurs autres domaines. Ça va permettre de nourrir le Tchad, le Gabon, une partie du Nigeria, une partie de la Centrafrique, une partie de la Guinée équatoriale et une partie du Gabon. Avec ça, c'est un potentiel marché qui va employer minimum les 1/3 des pesquineurs qui existent aujourd'hui au Cameroun. Avec ça, nous allons employer minimum les 1/3. De deux, on a besoin d'une relation dans le gouvernement une relation de confiance, entre le gouvernement et sa diaspora. Au lieu d'aller prêter l'argent pour faire le développement infrastructurel, on a besoin juste, j'insiste sur le juste, de cette relation de confiance. Et quand on ouvre une banque, l'État ouvre une banque, il demande à la diaspora, au lieu de faire venir les fonds d'investissement de misère qu'on appelle le FMI pour développer le pays, chaque membre de la diaspora sur une année cotise 2 000 euros. Nous sommes 5 millions fois 2 000 euros, ça vous donnera environ 10 milliards d'euros. Ça permettra, j'ai dit que ça permettra de développer à la vitesse grand V. Vitesse grand V. Le Cameroun sur le potentiel infrastructurel, c'est-à-dire les routes. Sur les routes, on met le péage. Les 50% des revenus de ce péage permettent de financer la santé. Les 20% permettent pour la rénovation et l'entretien. Et les 30% permettent d'investir dans l'éducation. Voilà les Camerounais sortis. Tout ça, déjà tous sont sortis de ce machin qu'on appelle Mexicain. Automatiquement. Tous sont sortis de là. Parce que je vois quand même 5 millions de Camerounais qui cotiseraient annuellement 2 000 euros. Ça fait 10 milliards d'euros évalués en francs CFA, mais c'est quand même incroyable aussi. Hein. Voilà. Et je vous dis, il faut une relation de confiance. Parce que moi, je suis canté, je peux donner même 5, je m'en fous. Pourvu que les gens, pour que ça n'entre pas dans la poche de Paul Biya. Il faut juste une relation de confiance pour que le Cameroun se développe. Les Camerounais ont des potentialités énormes. Ils ont du savoir-faire indiscutable. Quand vous voyez ici à Paris, je prends l'exemple sur la N118, vous voyez les ponts qui sont lancés. Parce que la France lance pour faire passer les métros. Est-ce que vous savez que le chef de projet c'est un Camerounais? Est-ce que vous le savez? Sur la N118 ici à côté de chez moi, entre Paris et la banlieue, c'est un Camerounais. Mais quand vous voyez ces chantiers, des pilotes qui sont le métro a passé à presque 150 mètres de hauteur. Tu sais, il est capable de faire ça en français, tu vas faire ce qu'il ne pourra pas faire ça au Cameroun. Dites-moi. Donc, nous avons la potentialité de faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est une relation de confiance entre gouvernants et peuple. Le peuple a besoin des gens conscients. Mais s'il faut déposer pour que Ferdinand Gombo ou pour dire envoie Chantal juste acheter les mèches avec, moi je ne déposerai pas mon argent. Je suis le fils d'un pauvre planteur, je me suis débrouillé seul pour être ce que je suis devenu. Le Cameroun ne m'a rien donné. Même l'école on a payé, quand on dit souvent que ton pays a donné. Même l'école on a payé, mes parents ont payé mes études, on ne m'a pas donné. On m'a rien donné, on a payé mes études. Donc pour ça, ce que le Camerounais, ce que nous demandons, c'est une relation de confiance pour lancer notre pays. On n'aura pas besoin du FMI, on n'aura pas besoin des investisseurs. Les Camerounais vont investir dans leur propre pays. Très bien. Ça sera la première dans un monde. Merci beaucoup. Vous voyez, la réforme anglaise que je vous dis, que ce soit la Chine, que ce soit Cuba, que ce soit le Burkina de Ibrahim Traoré actuellement, ils sont en réforme agraire parce que c'est la base. C'est quand un peuple peut se nourrir, qui peut se développer. Si tu as le ventre affamé, tu ne pourras pas te développer. C'est impossible. C'est la base du développement d'un pays. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci. Je rappelle que c'est Fusil Planteur. Il est un auditeur très fidèle à nous et il est en France où on nous écoute chaque jour. Nous allons prendre Calvin Onana qui est avec nous ce matin. Je vais être certain que Calvin Onana est avec nous. Calvin Onana, vous êtes là, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue ce matin, Calvin Onana. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis sur les bureaux, je vous écoute. Alors, il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure qui m'a un peu heurté, qui s'appelle Monsieur Meunier. En fait, Monsieur Meunier est le prototype de personnes qui s'en sortent, qui mangent bien et qui estiment qu'on mange bien et aussi.
Ah ben, c'est vrai. Ce qu'on consomme. On n'a pas la traçabilité de ce qu'on consomme ni de ce qu'on boit. On n'a pas la traçabilité de ce qui arrive. Nous sommes une poubelle à ciel ouvert. On ramasse des déchets en Chine, en Inde et partout. On vient nous donner ça. Est-ce que vous savez que les mêmes motos qu'on livre, par exemple, en Afrique du Sud, ce ne sont pas les mêmes motos qu'on livre au Cameroun, par exemple. Ce ne sont pas les mêmes motos. Mais on nous pose ça comme ça, et les gens qui sont dans... il n'y a aucun contrôle, c'est la mafia. C'est la mafia. Donc nous sommes dans un pays dirigé par la mafia. Nous avons la Camorra qui est là dans nos systèmes. Ils se sont installés dans nos systèmes, ces bandits à col blanc. Pour regardez comment ils se battent. Regardez comment ils se sont partagés le pays. Les gars se sont partagés le pays au calme. Au calme. Chacun est dans son coin, il fait ce qu'il veut. Là-bas, on fait entrer des poubelles et consorts. Ce que je veux dire ici, c'est que les Camerounais sont brimés. Les Camerounais sont traumatisés, terrorisés. Parce que nous sommes un pays colonisé, mais pas colonisé par les Blancs, colonisé par nos propres frères qui ont la peau noire mais à l'intérieur qui sont des Blancs. Ouais. C'est-à-dire les hommes en costume que vous voyez qui sont assis dans nos bureaux, qui pensent que parce qu'ils sont assis sur des chaises qui tournent dans des bureaux climatisés, ils sont devenus intelligents, ils grossissent, ils mangent, ils grossissent, ils grossissent. Regardez-les, ils pensent. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'aiment pas ce pays. C'est des gens qui détestent, c'est-à-dire, ils n'aiment pas ce pays. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous avez parlé de quelque chose. C'est vrai que je parle de ça avec beaucoup de parce que ça fait tellement mal. Regardez un peu, monsieur Gatou. S'il y a les mototaxis au Cameroun aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une demande. Mais on aurait pu pallier cette demande-là en mettant peut-être en place, je ne sais pas, en mettant on avait déjà les taxis, mais en permettant qu'on puisse rénover dans ce secteur-là. Mais on nous a laissé les motos arriver. Quand vous avez un professeur qui a 3 enfants avec une femme, qui est dans un établissement public, et il fait 8 mois sans salaire, bon, il va faire comment? Il n'a pas le choix. Attendez, quand vous parlez, que ça plaise ou non, on se retourne autour de l'affaire Amidou. Je voudrais rapidement faire le trait d'union, ce n'est qu'une parenthèse, hein. Trait d'union et parenthèse qui vient refermer. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, l'argent d'Amidou n'a pas été restitué à la femme d'Amidou pour la simple raison qu'un des frères d'Amidou, colonel, a choisi de s'asseoir sur le dossier et encadré par l'État du Cameroun. C'est-à-dire, je veux qu'on s'entende. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un état où des gens sont plus méchants vis-à-vis des compatriotes que de comprendre que nous avons un ennemi commun qui est la France? Je le dis sans embâche parce que, historiquement, la France est l'ennemi du Cameroun parce qu'elle est impérialiste quand même. Comment vous expliquez ça? C'était juste une parenthèse. Poursuivez votre argumentaire. Je suis en train de vous dire que, déjà, voilà, je prenais l'exemple d'un professeur. Il n'a pas de salaire pendant 8 mois. Il fait comment? Il se retourne comme ça, il se rend compte plus. Mais la seule chose qu'il doit faire, c'est d'avoir une moto. Il prend la moto, c'est ça qui lui permet. Il ne prend pas la moto par quitter de cœur. Un monsieur vient, il ose venir dire ici qu'il connaît les motomanes qui sont propriétaires. Mais non, mais arrêtez d'insulter les gens. Il faut arrêter d'insulter les gens. Combien de motomanes sont propriétaires dans ce pays? Combien de motomanes? Mais je voudrais peut-être vous aider parce qu'en vous disant que on va vous dire que maintenant les motomanes ils ont des maisons. Est-ce qu'un motomane réellement, il nous écoute ce matin, est-ce qu'il peut vous dire pour ceux qui sont bien sûr lotis qu'ils ont des titres fonciers entre les mains? Moi j'en connais à Douala où je suis, des gars qui sont en village, qui sont dans le marécage un peu de partout. On a essayé de se trouver un petit 700, 800, 1 million ou 1,5 million. On s'est doté d'un petit espace dans le marécage. On a essayé de viabiliser et on y habite, mais on n'est pas dans le confort quand même. Voilà. Ah, voilà. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut qu'on soit bien clair. Vous avez parlé de quelque chose de méchanceté. Nous avons des dirigeants qui sont extrêmement mauvais et méchants. Mauvais et méchants.
Donc, je fais que quand vous êtes à la poste centrale, normalement, si la route elle était bitumée, quand vous êtes à la poste centrale, pour arriver dans mon village, je dois faire à peu près 15 à 20 minutes en voiture. Mais je vous garantis que on a d'abord été obligé de pleurer. De pleurer. Après, on a quitté la phase des pleurs. On est monté on a commencé à menacer, à dire que non, on va se lever. Parce que ce n'est plus normal. Monsieur Ngadjou, c'était devenu... Bon, comme les élections arrivent, on est en train de nous donner la route. Donc, on est en train de dire que non, vraiment, prenez ça. Bon, on sait bien que ça ne va pas durer. C'est que... Peut-être ça ressemble à la route de Yabassi, qui sait. Peut-être ça ressemble à la route de Yabassi, donc voilà. À un moment donné, il est temps que les Camerounais comprennent qu'ils sont les derniers remparts. Ils sont les derniers remparts de cette République, parce que c'est une République qui est dirigée par la mafia. Et je le dis ici, par la mafia. Nous sommes les derniers remparts. Nous devons nous inscrire massivement dans les listes électorales et choisir tout le monde sauf le RDPC. Tout le monde sauf le RDPC. Et je dis ici, Monsieur le Président, ne vous représentez plus en 2025. Vous êtes fatigué. Allez vous reposer. Vous avez assez donné. Il serait bien que nous aussi nous venons à Vomeka. Venez prendre des conseils chez vous. C'est-à-dire vous êtes assis comme ça en tant que patriarche, vous donnez des conseils. Ne vous représentez plus. Les gens qui appellent, qui vous appellent au random, qui disent que oui, le président, tu es vraiment, tu es encore fort. Monsieur le Président, vous êtes fatigué. Ces gens vous mentent. Ces gens, en fait, ont compris que ce n'est que dans votre système-là qu'ils peuvent être ministres, directeurs. Ou dans un autre système, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont incompétents. Parce que ce sont des incompétents, c'est des feignants. C'est des vauriens. C'est des salopards. Non, non, on va pas vous laisser le dire. On va pas vous laisser le dire. Vous savez qu'il y a le CNC qui nous écoute là. Et le CNC risque de nous taper sur le en disant que Michel Ngadjou, tu as laissé les gens venir insulter sur ta radio, tu n'as pas recadré. Je vous en prie, retirez. Oui, même si ça vous engage quand même, retirez quand même salopard, pardon. Pardon, retirez salopard. Oui, on peut comprendre que les gens sont des vauriens, mais dis quand même salopard, le CNC pour nous frapper pour rien, pourtant je ne suis pour rien, c'est une libre antenne. Alors, monsieur Nana, vraiment, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. On est quasiment à la fin de l'émission. Nous vous disons merci d'avoir réagi. On dirait de Yaoundé où vous êtes. Très bonne journée à vous. Alvin, vous êtes là pour qu'on puisse finir, Alvin? Oui, Michel, je vous dis encore parce que c'est un sujet qui me prend très à cœur. Oui, allons-y. Je vous dis merci de ce que vous faites. Que les jeunes arrêtent de rêver. Tu ne peux pas rêver quelque chose que si tu ne touches pas, si elle n'est pas palpable. Oui. Beaucoup de gens sont amoureux aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont même pas le choix. Je vous implore, Michel Ngadjou, de faire une émission pour recenser la pensée des jeunes, comment ils vont rentrer, comment ils se préparent à rentrer au territoire, parce que beaucoup de jeunes veulent rentrer. Je suis jeune camerounaise. Bien sûr. Nous tous, on veut rentrer. Et je suis dans le médical. Ce que le confrère a dit par rapport au moto-taxi, c'est extrêmement vrai. Et c'est que beaucoup de taximans, beaucoup de moto-taxis ignorent. Sur la pollution. Absorbe plus la pollution, c'est extrêmement vrai. C'est l'une des raisons. Je suis dans le médical, je vous parle parce que je suis dans le médical. Ouais. Je sais de quoi je vous parle. Ouais. Et par rapport pour encadrer ce service, j'aimerais vraiment qu'on les encadre. Déjà, il faut créer des routes. Je me souviens encore quand j'essaie de discuter de ça avec les confrères, ils disent que quand tu veux prendre le taxi de Tonton, peut-être pour quoi, tu peux faire quasiment 40 minutes dans les bouchons. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de route. Donc le citoyen lambda, il préfère prendre les motos parce que le motoman doit monter sur le trottoir, il doit faufiler par-ci, par-là. Tant ils se monient. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Pourtant, ce n'est pas la solution. Donc, pour ça, il faut qu'on rééduque tout le monde. Et je ne vois pas le gouvernement faire, parce que le gouvernement a tellement des enveloppes sur la table qu'ils ne vont pas toucher à tout. Si nous-mêmes, nous ne nous rééduquons pas, essayons de copier chez nos frères. Par rapport à changer le Cameroun,
La diaspora est prête à faire beaucoup. Mais à qui on doit faire? On a peur de cotiser ne serait-ce que 10 euros. Vous dites qu'on va développer notre pays, mais on va donner à qui s'enrichit avec sa famille, monsieur Natou. Vous avez peur des jouisseurs? C'est ça en fait. On veut bien faire. On a la volonté. 10 euros, c'est rien. 10 euros, c'est rien. Disons seulement 2 euros, qui est 1200. Si tous les Camerounais de la diaspora, je parle de l'Union européenne, décident de donner 2 euros, ça fait beaucoup, monsieur Natou. Mais on va donner à qui? C'est ça la question. Qui est prêt à prendre cet argent et monter une structure pour recentrer les jeunes? Donc, moi, je vois du cas. J'ai discuté dernièrement avec un médecin oncologue camerounais. On a eu à discuter pendant notre pause. Oui. Moi, je suis arrivé avant lui. Vous savez ce que le médecin me dit? Dans sa tête, il n'a même pas l'intention de rentrer au pays. Alors qu'il est venu pour se former. Mais il trace déjà sa ligne qui va rester. Hein. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Je vais regarder droit. Il me dit, mais je ne peux pas. Je vais rentrer où? Dans quoi? Travailler dans quoi? On ne va pas me laisser m'exprimer. Là, je vais vouloir exiger qu'on fasse 6 fois. On va dire qu'on va me taper sur le dos. Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Pourquoi je n'ai pas fait passer tel enveloppe? Donc, le système ne le permet pas de mettre en pratique ce qu'il est venu apprendre dans le pays occidentaux. Vous trouvez ça normal, monsieur Kajou? On en reparle. Vraiment qu'on reprenne tout à l'heure. Je prends le cas encore du pays du Mali, du pays de l'Afrique de l'Ouest. Allons-y rapidement, Andy. Ils sont en train de rentrer chez eux et rester. Donc je suis en train de dire par rapport au taux d'asthme, il faut vraiment que les jeunes se réveillent de leur état de santé parce qu'ils sont malades. Je ne dis pas tous. On dit un homme en santé est un malade qui s'ignore. Et c'est l'État qui peut recentrer ça en diminuant le système de l'activité, en créant des routes. Il n'y a pas de route. Donc le commerçant lambda doit nous passer sa feuille au lieu de prendre la moto. Voilà. C'est ça en fait. Merci. Merci beaucoup, belle dame, pour votre point de vue ce matin et surtout pour la richesse de vos contenus quand même. Madame, messieurs, il est important qu'on le sache, que cela vous plaise ou non, nous on va continuer à vous rappeler ce qu'elle devait faire. On vous dit que nous sommes ici chaque jour, c'est pour vous informer d'abord sur le Cameroun. Ensuite, c'est vous éduquer sur le Cameroun. Maintenant, vous laissez le choix en tant que citoyen camerounais de décider de l'avenir du Cameroun. Et en même temps, nous vous donnons la parole. Chacun peut prendre la parole, dire ce qu'il a à dire, développer, comme M. Meillat a développé tout à l'heure, et ce qui n'arrange pas certains, comme Doré a développé tout à l'heure, ce qui n'arrange pas certains, mais on respecte les uns et les autres et les avis des uns des autres. Mais nous avons quand même aussi une responsabilité sociale. Dire au peuple camerounais qui nous écoute que demain, lorsqu'il sera bien sûr 10h, non 9h, on va revenir sur la question des politiques au Cameroun, à 13 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, fondamentalement, vraiment, sans faire dans la langue de bois, vous devriez décrypter le comportement de l'opposition au Cameroun. Est-ce que l'opposition camerounaise est dans une logique qui viserait véritablement à faire par exemple du porte-à-porte, à traquer les Camerounais, entre guillemets, traquer, c'est-à-dire qu'à aller à la rencontre des Camerounais, à inciter les Camerounais, à chercher à avoir ce qu'on appelle la masse critique. Parce que lorsqu'on regarde quand même le comportement de l'opposition au Cameroun, on se dit on est quand même dans un rapport de force ou pas. Lorsque vous avez en face un régime quarantenaire qui a quasiment tout confisqué et une opposition qui semble être, c'est-à-dire qui pose un pas et 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Il faut qu'on en parle. Est-ce que l'opposition camerounaise est véritablement dans son rôle et peut aider les Camerounais à être 10 millions avant les inscriptions, avant le 31 août prochain? Et nous voulons entendre les Camerounais là-dessus. Vraiment. N'oubliez pas, madame, messieurs, comme on dit tout le temps, l'esclave. Je reprends toujours Thomas Sankara parce que c'est important que cette phrase-là, que vous la gardiez. L'esclave, parce que vous et moi et 30 millions de Camerounais, nous sommes les esclaves. L'esclave, je peux dire que nous sommes des esclaves, hein, parce que si vous revenez sur l'histoire du Cameroun, vous revenez sur la gestion de la France-Afrique au Cameroun. La France, avec les pontes du régime et le régime en place,
considère le reste des Camerounais comme étant des esclaves. Donc l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je finis en vous disant que si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, telle qu'elle est faite au Cameroun, elle ne va que te broyer. À demain 9h.